Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérôme sur le regard sociologique. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au pourquoi est-il intéressant de s'intéresser à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en situation de handicap. Tu as peut-être déjà entendu ça. On aide les jeunes en situation de handicap à s'insérer. Mais ce qu'on entend moins, c'est comment est-ce qu'on les insère? Par quels moyens? Et surtout, à quelles conditions? Parce que l'insertion, ce n'est pas qu'une aide. C'est aussi une sélection, un tri silencieux. On parle d'ULIS, d'IME, d'ESAT et également de MDPH et parfois de Pôle emploi ou de France Travail. Il y a la dynamique de savoir si derrière chaque besoin, est-ce qu'il y a un projet réalisable ou non. Et il n'est pas seulement question d'orientation. Aujourd'hui, en France, plus de 430 000 jeunes sont reconnus en situation de handicap. Parmi eux, beaucoup passent par des dispositifs spécifiques, les ULIS, les SECPA, les IME et les ESAT. Mais moins de 50% accèdent à un emploi durable et encore moins choisissent réellement leur parcours. Et parmi ces 430 000 jeunes, il y a également tous les jeunes qui sont en situation de handicap, mais qui ne sont pas sur les listes, qui ne sont pas reconnus. On pourrait les nommer les invisibles, parce qu'ils sont en situation de handicap, mais ils ne sont pas reconnus administrativement. Le taux d'emploi des personnes handicapées est de 47%, contre 65% pour la moyenne nationale. Le taux de chômage des jeunes en situation de handicap est 2 fois supérieur à la moyenne. Et l'accès au milieu ordinaire après les AT, moins de 3%. Pendant les années, durant mes recherches et durant ma thèse, j'ai rencontré des jeunes, des familles et des professionnels de terrain. J'ai vu des parcours fragmentés, souvent marqués par l'attente, l'évaluation et parfois même l'abandon. L'insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap est pensée comme un objectif positif. Mais derrière les bonnes intentions, il y a souvent une injonction à se positionner. Il y a souvent une injonction à se conformer à un projet réalisable, par exemple, acceptable et également, si possible, rentable. J'ai également observé que les institutions, elles ne font pas qu'accompagner. Elles sélectionnent, elles classent, elles trient. Elle filtre et également elle normalise. On parle alors d'autonomie, mais c'est souvent une autonomie sous condition, encadrée. Ce n'est pas juste une question d'orientation, c'est une question politique, sociale et éthique. Parce que en exigeant que les jeunes s'adaptent à des cases préexistantes, on oublie parfois de questionner les cases et les cadres eux-mêmes. Et ce sujet nous concerne tous, éducateurs, enseignants, décideurs et citoyens. Car l'insertion telle qu'elle est perçue et construite aujourd'hui, elle peut exclure, au nom même de l'inclusion. Dans les prochaines vidéos, nous allons décortiquer les dispositifs, les mots qu'on utilise, les choix qu'on impose et également les résistances. Parce que finalement, on ne change pas un système sans le comprendre. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un j'aime et un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Abonne-toi si tu veux, avec moi, creuser ces réalités sociales et partage cette vidéo pour qu'on commence à parler autrement de l'insertion. Bonne journée à tout le monde.